Être en forme, en bonne santé, performant. Ces objectifs ont la cote, et pas seulement en début d'année. Dans la société où nous vivons, on nous presse constamment de devenir meilleurs, de nous optimiser. Toujours donner le meilleur de nous-mêmes pour nous mener à de nouvelles performances. J'ai tout le temps envie d'entrer dans un studio de danse et de sentir que je progresse. Nous essayons tous les jours de nous améliorer. Les gens qui travaillent sur eux-mêmes, aujourd'hui, ça se voit. L'auto-optimisation serait un nouveau symbole social. Avec les réseaux sociaux, nous avons ça en permanence devant les yeux. Avant, je ne me rendais peut-être pas autant compte de tout ce que les autres faisaient de formidable. Décider de s'auto-optimiser, c'est pour son bien-être, en fait. Mais à partir du moment où le bien-être devient toxique, c'est là que c'est compliqué. S'agit-il de prendre soin de soi ou simplement d'une pression liée à la performance? Et quand sommes-nous vraiment suffisamment bons? Ceux qui souhaitent transformer et optimiser leur corps se retrouvent très vite dans une salle de fitness. Pour beaucoup, c'est un lieu qui promet force et contrôle, tout en suscitant des attentes. La question d'après, c'est quand l'auto-optimisation devient-elle autoflagellation? Je pense qu'il est possible de faire la distinction entre les optimisations personnelles que je choisis parce que j'ai le désir d'apprendre quelque chose, de m'améliorer dans un domaine, que ça va m'apporter quelque chose, que ça m'intéresse ou que ça me fait plaisir. Et puis, il y a les auto-optimisations que je réalise parce que je veux devenir comme les autres et même meilleur que les autres. Ou parce que j'ai le sentiment de devoir répondre à certaines attentes. Et c'est là que ça peut être dangereux ou malsain. Ça finit par créer de la frustration. Verena Kessler est autrice et vit à Leipzig. Son 3e roman, Gym, est sorti l'année dernière et est déjà un best-seller. Il raconte l'histoire d'une jeune femme qui accepte un emploi dans un centre de fitness et qui rapidement se retrouve prise dans une spirale dangereuse. Mon personnage principal se définit en grande partie par ses propres performances et ses succès personnels. Il y a eu une phase dans sa vie où cela fonctionnait bien, où tout lui réussissait. Mais quand nous la rencontrons, elle traverse une crise profonde. Elle a perdu son ancien job, et quand elle commence à travailler au centre de fitness, c'est en se disant « Ici, je ne suis pas soumise à l'idée de performance ». Mais là aussi, il y a des exigences. Son corps n'est pas considéré comme suffisamment en forme. Ses nouveaux collègues lui établissent aussitôt un programme d'entraînement. Dès qu'elle commence à s'entraîner, elle devient tellement obsédée par cette idée de la performance qu'elle veut toujours se démarquer des autres. Elle passe son temps à se comparer. Ce n'est pas directement un sentiment d'infériorité, du moins elle ne l'avouera pas, mais plutôt en réalité de supériorité. Elle veut en permanence montrer qu'elle est supérieure aux autres. Au fond, tout était très simple. Avoir un corps en forme, tonique et fort, impliquait avant tout une seule chose, du travail. Plus on s'investit, plus vite on atteint son objectif. Tout ce qu'il fallait, c'était de la discipline et de la volonté. Il faut qu'elle soit la meilleure, parce que la meilleure occupe une position sûre dans la structure sociale. Avec la meilleure, on doit compter, on ne peut pas simplement l'ignorer, ni l'exclure si facilement. On la remarque, on lui accorde de l'attention. Et c'est pourquoi elle aime tant cette position. Être le ou la meilleure pour s'intégrer dans un groupe. Est-ce pareil dans le monde littéraire ou même dans le milieu artistique en général? Ses propres expériences ont-elles joué un rôle dans l'écriture du roman? Je n'écrirai jamais autrement que sur des choses que je connais d'une manière ou d'une autre.
Bien sûr, ici, j'ai poussé le concept à l'extrême. Personnellement, je n'ai jamais connu ça comme ça. Pourtant, il y a eu clairement dans ma vie des phases, des situations, des lieux où j'avais le sentiment d'avoir d'abord à prouver que j'étais, disons, fondée à participer, à être là. Et je pense que c'est le sentiment qui prédomine en permanence chez mon personnage. Si je veux être autrice, je dois écrire un texte qu'un éditeur voudra publier et qui devra, bien sûr, être suffisamment bon. Et c'est évidemment une pression qui s'exerce en parallèle, en plus. L'autre pression étant que quand on veut pratiquer une discipline artistique quelle qu'elle soit, ce qui compte, c'est qu'on veut d'abord que ça vienne de nous-mêmes. Dans son livre, Verena Kessler exagère sans pitié la volonté de réussir de son personnage principal et la pousse jusqu'à ses limites. Où que ce soit, elle doit être meilleure. J'ai supprimé tout ce qui n'était pas des protéines. Avant, j'accompagnais mes œufs de pain, mon poisson de riz et mon poulet de salade. Mais désormais, je ne gaspillais plus d'espace dans mon estomac pour les légumes et les glucides, ni de temps pour des préparations fastidieuses. Je voulais grandir, devenir plus grande, plus large. Je voulais développer mes muscles. Je devais donc leur donner ce dont ils avaient besoin. Je ne peux pas faire autre chose de moi-même. Je ne peux pas faire de moi quelque chose que je ne suis pas. Et je crois que si on accepte cela, on peut peut-être, dans un cadre approprié, pratiquer l'auto-optimisation et peut-être même finir par en tirer une certaine satisfaction. Place maintenant à quelqu'un qui s'efforce de s'améliorer en permanence et qui considère cela comme une condition préalable à son travail. Danseuse étoile, elle fait tout chaque jour pour devenir encore meilleure. Le talent seul ne suffit pas. En fin de grossesse, Yasmine Nagdi se prépare déjà à retrouver la forme après l'accouchement. Elle souhaite continuer à danser les grands rôles et dans l'un des plus prestigieux opéras du monde, le Royal Opera de Londres. Nous courons tous après cette perfection inatteignable. Mais un jour, j'ai eu une conversation géniale avec un psychologue qui m'a dit qu'il faut plutôt voir ça comme une recherche de l'excellence et ne plus tant parler de perfection que de ce qu'on appelle optimisation. Les mots ont un retentissement profond, ils résonnent en vous quand vous les employez. Donc dire « il faut que ce soit parfait » ou « je recherche l'excellence », c'est un autre état d'esprit. Pour Yasmine, être danseuse étoile implique bien plus que des entraînements quotidiens de ballet, des répétitions et des représentations. Elle se consacre aussi à la musculation, au pilates et travaille avec des physiothérapeutes, des nutritionnistes et des psychologues du sport. Il le faut pour parvenir à donner l'impression que ce travail en réalité éreintant semble facile. Ma mère dit qu'à 31 ans, je suis une ballerine d'âge mûr. Mais je pense que c'est une force. On gagne beaucoup en expérience et on sait mieux comment se gérer. On en revient à la self-optimisation. Oui, on se bat pour être meilleur chaque jour. J'ai tout le temps envie d'entrer dans un studio et de ressentir que je fais des progrès par rapport à ce que je faisais hier. Et je pense que si on ne fait pas ça, on se contente de répéter toujours la même chose. On devrait être content de tout ce qui va bien. Mais je pense que c'est dans notre nature de regarder en arrière et de nous dire « Non, ça c'était pas très bien » ou « J'aurais pu faire mieux ». Là, on reprend les choses, on retourne au studio de danse et on recommence à les travailler. Donc, il n'y a pas qu'une seule attitude par rapport à la self-optimisation. C'est très vaste, c'est très profond. Quand on veut arriver au sommet, il y a une longue période où on donne la priorité à la vie professionnelle sur la vie sociale. Quand je suis devenue danseuse étoile en 2017, je n'avais jamais rien ressenti de mieux. Parce que je me suis dit que tout ça en valait la peine, tout le sang, la sueur et les larmes. Tout ça en valait absolument la peine et j'avais atteint mon rêve.
Je ne pourrais pas être heureuse si je ressentais que ma performance est moins bonne ou simplement juste au niveau de ce qu'elle était la fois d'avant. Il faut toujours que j'ai l'impression que j'ai gagné quelque chose, que c'est différent, que je me suis hissée à un autre niveau. Bien sûr, il y a des jours où on se dit qu'on aimerait bien mettre ses pieds sur un coussin et regarder Netflix toute la journée. On n'est que des humains. Nous aimons ce que nous faisons, mais on a ces moments très naturels où on se dit « Je pourrais très bien me passer de faire ces 32 pirouettes » ou « Je pourrais très bien passer une bonne journée sans avoir à sauter 100 fois ». C'est ce que j'ai fait hier et aujourd'hui j'ai les jambes lourdes. J'adorerais faire un jour de canapé. Mais pas question de traînasser. Même à quelques jours de l'accouchement, elle s'entraîne dans son studio en faisant tout ce qu'elle peut encore faire avec son ventre rond. C'est-à-dire beaucoup de choses. Je vais accoucher dans 2 semaines, mais je viens encore ici et je fais de la barre. Je travaille encore avec les pointes. Je ne veux pas que mes pieds grossissent et que mes pointes ne m'aillent plus. C'est bien de rester affûté, les muscles et spécialement ceux du bas des jambes. Je fais aussi du yoga et je marche. Vraiment, pendant des années, tomber enceinte, ça me semblait un peu un suicide professionnel. Mais je crois qu'à notre époque, ça a beaucoup changé. On a vu bien des exemples de femmes qui ont des enfants et qui ne travaillent que mieux après. J'espère que je serai de celles-là. Mais j'imagine bien que ce ne sera pas une promenade. C'est un métier qui est déjà très dur quand on n'a que soi-même à gérer. Mais j'ai toujours aimé les défis. Donc, dans ma tête, je me dis que ça va juste faire 3 mois sans danser, sans entraînement. Un temps que je passerai juste à être maman. Et après, l'idée, c'est de recommencer doucement et de voir ce qui se passe. De tâter l'eau du bout du pied et de voir comment mon corps se sent, puis de commencer à reconstruire les choses. J'adorerais revenir sur un coup d'éclat et devenir encore meilleure danseuse. C'est ça mon but. Que se passe-t-il lorsque le corps atteint ses limites naturelles? La technologie peut-elle aider à les franchir? À Berlin, nous rencontrons quelqu'un qui a modifié son corps. Ça sonne comme de la science-fiction? Bienvenue dans le monde de l'art cyborg. Je fais du cyborg art, c'est-à-dire que je crée de nouveaux sens et de nouveaux organes en utilisant des ajouts cybernétiques. Je pense que c'est comme si j'avais perdu la peur d'ouvrir mon corps d'une certaine façon. Parce que c'est une peur que nous avons tous. Est-ce que ce n'est pas fou d'ouvrir son corps et d'y ajouter des puces? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Manel de Aguas, cyborg, musicien et artiste de performance. Ce qui le distingue des autres, c'est qu'il peut entendre le temps qu'il fait, grâce à des capteurs et des implants. Ces 2 nageoires sont des nageoires météo. C'est une extension cybernétique qui me permet d'explorer le temps qu'il fait en utilisant des sons que je reçois. Les sons qui résonnent à travers le crâne particulièrement. Les extensions transforment les conditions d'humidité, de pression et de température en différents paysages sonores à l'intérieur de ma tête qui sont activés en permanence. Essentiellement, mon but est de repousser les frontières du possible. J'aime dire que mon projet est un peu un souffle nouveau pour la compréhension de nouvelles façons d'exister. Manel vient de Barcelone, mais il se produit dans toute l'Europe. Ses performances se situent à la croisée de la perception humaine et de la technologie. Les sons de ses capteurs météorologiques sont toujours la base de sa musique. Je joue les sons comme ils résonnent dans ma tête, pour transporter mes auditeurs, pour les amener à ressentir ces atmosphères spécifiques.
Ce sont des sons que j'ai créés sur mon ordinateur. Mes nageoires sont des instruments qui transportent ces sons. J'utilise les courbes météorologiques comme une partition et je la joue. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est le temps lui-même qui est le compositeur. Et moi, j'interprète le morceau. Il y a ces sons qui pétillent, qui craquent et qui se transforment. Quand il y a plus d'humidité dans mon environnement, les sonorités sont plus pétillantes. Les sons que j'ai créés sont inspirés de sons sous-marins, car je voulais percevoir la vie dans l'atmosphère extérieure comme une mer où je suis plongé. En 2016, à l'âge de 20 ans, il commence à s'intéresser à l'art cyborg. Il fait des expériences avec ses premiers capteurs qui sont alors encore placés à l'extérieur de la tête. Puis, il a l'idée des nageoires météorologiques qu'il conçoit lui-même et se fait implanter en 2020 lors d'un voyage au Japon. Mon besoin d'entamer cette espèce de cybervoyage est venu de la curiosité que j'avais d'explorer quelque chose qui sorte vraiment du cadre habituel. Il peut retirer les nageoires, mais les implants qui transmettent le son sont solidement fixés sous la peau. J'envisage de pousser les choses plus loin. La technologie se miniaturise de plus en plus, donc je pense que j'aimerais arriver à quelque chose de plus petit. C'est aussi l'idée d'arriver à fusionner de plus en plus avec ces éléments. Le dernier album de Manel s'intitule Transcendent Species. Les morceaux, avec leur son hyper-pop et trance, traitent de l'interaction entre l'homme et la technologie. Il faut dire que c'est facile de considérer que la technologie fait partie de vous-même, parce que dans mon cas, on est tellement en contact avec elle qu'à la fin, c'est un peu comme si on en dépendait parfois. D'ailleurs, nous parlons déjà de la technologie à la première personne. On dit « je n'ai plus de batterie », alors qu'on parle du téléphone. Je ne dirais pas que ma pratique du cyborg art est une optimisation. Je ne considère pas que la technologie que je porte me rend meilleur qu'avant, mais je me sens différent. Et je vais continuer à changer parce que j'aime changer. J'aime créer différentes versions de moi-même. Oui, parfait, pour moi, c'est ennuyeux. À tous ces jeunes gens qui se battent dans un monde qui est très étouffant et qui vous dit toujours comment vous devez être et comment vous devez évoluer pour réussir, je dirais, n'ayez pas peur de montrer vos différences et d'explorer votre propre identité. Parce que même si elle est unique, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se connecter avec elle. Ich finde es echt total toll, wenn wir ganz viele Autos im Blickfeld haben. Tournage test dans une concession automobile pour une nouvelle œuvre de l'artiste vidéo Julika Rudelius. Le projet fait partie d'une série où elle associe la question de l'image parfaite de soi à la beauté superficielle des voitures. Pour moi, l'auto-optimisation est en étroite relation avec le contrôle. Dans le même temps, au cours des 20 dernières années, les gens sont devenus de plus en plus musclés, et les voitures aussi. J'ai donc cherché à pousser ça plus loin, avec une idée de provoquer. Le tournage au milieu des voitures est une suite de sa dernière œuvre, dans laquelle différents protagonistes expliquent comment et pourquoi ils optimisent radicalement leur corps et leur esprit. Rudelius est connecté à eux via une oreillette et leur indique quel mouvement faire, mais le texte est écrit par les personnages eux-mêmes.
Ich trainiere meine Muskeln so, dass sie auch für jede Situation ready sind. Sei es, dass ich wegrennen muss, sei es, dass ich eine Stunde lang kämpfen muss. Mit etwas oder mit jemandem. Dass durch die persönliche Weiterentwicklung man nicht nur äußerlich sichtbarer wird, sondern auch für sich selbst sichtbarer und dass man sich halt besser spürt und besser kennenlernt. Au cours des entretiens préliminaires, j'ai remarqué que la question de savoir pourquoi on s'entraînait et pourquoi on voulait avoir de gros muscles n'avait pas grand intérêt. Tout le monde veut être beau et avoir un corps tonique. Et puis j'ai compris que je devais leur demander autre chose. Au cours des interviews, je les ai beaucoup questionnés sur comment ils font pour se sentir en sécurité, comment imaginent-ils que les autres les regardent lorsqu'ils affichent un physique aussi optimisé, et aussi qu'est-ce que cette optimisation leur apporte. Den Körper immer wieder stressen aufs Neue hat vom Prinzip her den gleichen Effekt auf den Geist, wenn du dich also immer wieder mental auch stresst, bist du fähiger, bestimmte Sachen, die dir das Leben entgegenschmeißt, besser zu verarbeiten. Für mich ist ein Mann, der so gut wie alles kann. Der muss liebevoll sein, bisschen verletzlich, aber der muss auch brennen können, stark sein und durch Hölle, Glas, Scherben, alles Mögliche durchlaufen können. Ich will auf gar keinen Fall zu lang daran festhalten, dass Äußerlichkeiten eine Top-Priorität irgendwie in meinem Leben einnehmen. Das könnte ich mir vorstellen, dass es unangenehm wird in ein paar Jahren. Dans le monde de l'art, nous travaillons sur le fait de ne pas avoir de préjugés, etc. Mais malgré cela, je crois que nous en avons encore beaucoup, vraiment beaucoup. C'est pour ça que j'essaie de rendre mes personnages aussi complexes que possible. La complexité permet aux personnages de rester eux-mêmes. Elle a trouvé par exemple les protagonistes de son projet actuel dans un club de boxe. C'est là qu'elle discute avec des gens qui doivent surtout lui apporter une chose. Une belle fragilité. Les gens doivent être d'un côté suffisamment forts pour tenir le coup, et de l'autre suffisamment forts aussi pour rester des êtres sensibles. Sinon, ce mélange entre la force ou la mise en scène de soi et la fragilité ne fonctionne pas. Elle a commencé dans les années 90 en photographiant des boxeurs et aussi des managers dans leurs bureaux pour des magazines de renom. Plus tard, elle est partie aux États-Unis et s'est fait connaître grâce à un film sur les femmes riches des Hamptons. Sans oublier qu'elle a aussi observé les politiciens du Congrès américain. Ses thèmes de prédilection sont le pouvoir et les dépendances. I've never thought of myself as being a charismatic leader. I haven't. Other people have called me that, but J'ai bien sûr très longtemps pensé que je pouvais changer le monde avec mon art. Je pensais que j'y parviendrais vraiment. Et en même temps, plus je prenais de l'âge, plus je me rendais compte que c'était un peu illusoire. Aujourd'hui, dans son travail, elle s'intéresse surtout aux moments imprévisibles. Elle vit à Amsterdam et à Cologne et est professeure à l'Université des Arts de Brême. Elle présente son art vidéo dans le monde entier à l'occasion de grandes expositions. A-t-elle donc réussi à s'optimiser en tant qu'artiste ? Quand on organise une exposition, on a en quelque sorte la confirmation que les gens veulent venir la voir. C'est très important pour moi. Et en même temps, je sais que je veux créer une nouvelle image. Et si ça ne fonctionne pas tout de suite comme je le voudrais, je suis tout aussi désespérée qu'il y a 20 ans.
Pour beaucoup, l'auto-optimisation implique une réduction. Peser moins, se faire moins remarquer. À Paris, Gaëlle Prudencio fait tout le contraire. Aujourd'hui, je sais que c'est ma force en fait. C'est de me dire, ok, j'arrive quelque part, et bien j'apporte de la couleur, de la lumière. Et si avant, je me disais, ah, les gens me regardent, ils se disent, ah, elle est bizarre et tout. Eh bien aujourd'hui, c'est juste, ok, je suis là. Il n'y a pas de problème, je prends ma place et je la prends à 100%. J'ai plus besoin de me déformer pour me conformer. D'être différente, c'est surtout d'être unique. Et maintenant, c'est ce que je cultive. Gaëlle Prudencio a 42 ans. Elle est créatrice de contenu, militante, auteure et a créé une marque de mode. Elle grandit au Sénégal et dès son enfance, elle entretient une relation difficile avec son corps, déclenchée par son entourage. L'histoire avec mon corps, je pense, a commencé quand j'avais 7 ans et que je m'amusais avec mes voisines de palier qui prenaient des cours de danse classique. Et moi, j'essayais de faire les mêmes figures qu'elles. Et il y avait une amie de la famille qui était là et qui m'a dit « Toi, grosse comme tu es, tu pourras jamais faire de danse ». Et c'est resté là. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, en quelque sorte, qu'il y avait un problème en fait, avec mon corps, peut-être avec moi, et que je n'étais pas comme les autres, et que je ne pourrais pas faire la même chose que les autres à cause de mon corps. Pendant des années, elle essaie de s'adapter. Elle suit des régimes, subit le fameux effet yo-yo. À 18 ans, elle arrive en France pour étudier le droit. Sur Internet, elle rencontre des gens qui partagent ses idées. J'ai découvert les blogs, il y a près de 20 ans maintenant. J'ai découvert des forums sur Internet où il y avait des femmes qui s'exprimaient, qui montraient leurs vêtements. Moi, j'ai vraiment appris à m'accepter grâce aux vêtements. Et c'est là que le chemin a vraiment commencé et qu'aujourd'hui, je parviens aussi, moi, à inspirer d'autres personnes sur ce chemin-là. Hello, mes petits alocos. Là, je vois que c'est le début de l'année et qu'il y a plein de monde qui parle de son vision board et on a le droit de ne pas y arriver. J'ai commencé à fédérer une communauté comme ça. Et à un moment donné, fatiguée de me plaindre sur Internet tous les jours qu'il n'y a pas de vêtements dans ma taille, je me suis dit, bon, et si je faisais le job ? Sa réponse à la culture du régime s'appelle Ibilola, une ligne de vêtements confectionnés à partir de tissus provenant du pays natal de Gaëlle, conçus pour des personnes qui ont appris à se cacher, mais qui désormais veulent qu'on les voie. Donc je me suis dit que j'avais envie de proposer autre chose, de proposer de la couleur, de rendre visibles les personnes grosses, de leur donner envie de prendre leur place. En 2020, Gaëlle publie un livre qui retrace son parcours vers l'acceptation d'elle-même. 5 ans plus tard seulement, le mouvement Body Positivity semble s'essouffler. Les mannequins tout maigres et la rigueur de l'optimisation de soi reviennent à la mode. Mais pourquoi, au fait ? On a aujourd'hui l'extrême droite qui monte. On a un Trump qui est de retour aux États-Unis. C'est tout ça, en fait, les raisons pour lesquelles ces mouvements-là de body positif sont en recul et qu'on a d'autres qui arrivent. Et en fait, puisque ce sont des tendances, et le problème, il venait de là, que le body positive a été utilisé comme une tendance. Alors que moi, mon corps, c'est pas une tendance. C'est-à-dire que quand je me lève le matin, je suis grosse. Quand je vais me coucher le soir, je suis grosse aussi. Que tout ce que j'ai comme discrimination que je vis dans la journée, c'est pas une tendance, en fait. La tendance skinny talk, le corps parfait, musclé et mince, semble à nouveau tenir la corde. Malgré la pression de l'auto-optimisation, Gaëlle dit que c'est bien d'être soi-même et qu'il y a des choses plus importantes que la perfection de son propre corps. Parfois, on parle d'auto-optimisation en parlant d'investir sur soi. Mais investir sur soi, c'est plein de choses, en fait. C'est, oui, le corps, c'est ces fameuses routines, c'est tous ces vision boards et tout. Mais est-ce qu'on arrive à investir sur le moment présent ? Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je suis là, on discute, mais peut-être je descends, je traverse, et puis une voiture me percute et je meurs. Et qu'est-ce qui sera resté de ma vie ? Juste me dire que j'aurais essayé toute ma vie d'entrer dans un moule et que j'aurais même pas vécu un instant
d'être juste moi-même et d'arriver à me regarder dans la glace en étant juste à l'aise avec ce que je vois.